Nouvelle journée passée au Salon de l'Agriculture, une journée plutôt agréable bien sûr, et beaucoup de monde, beaucoup de politiciens qui sont venus dans les allées comme d'habitude, faire le tour, aller voir les agriculteurs, aller chercher un petit peu des votes. Alors, il y a des ministres qui s'inscrivent pour les émissions. Ben, ici, on devait avoir Christian Eckert. Eh bien non, il n'est pas là, il s'est inscrit, il n'est pas venu, tant pis pour lui. Il y avait même des gens qui étaient venus pour l'écouter. Mais il y a aussi des ministres qui ne se sont pas inscrits, ils n'ont pas voulu venir à cette émission. C'était le cas d'Emmanuel Macron, mais on l'a filmé quand même. Emmanuel Macron, vous allez voir, il avait un cortège de journalistes énorme, c'est paradoxal. Lui qui ne savait pas vraiment s'il allait venir ou pas au salon, il a eu raison de venir, et puis il a essayé une moissonneuse-batteuse, une New Holland, il a appris soi-disant à la conduire, enfin, je ne sais pas, c'est quand même un métier, mais en tous les cas, il aura fait de l'image, voilà. Alors, ce matin, on a reçu aussi François Bayrou, mais arrêtons là les politiques. Jean-Paul, excuse-moi, New Holland, ça n'a aucun caractère politique. Non, rien à voir. Peut-être qu'il est monté à la moissonneuse-batteuse parce que c'était une Hollande, on ne sait pas. Mais effectivement. Alors, à présent, on va s'intéresser un peu à plusieurs choses. Tout d'abord, on va aller en Guyane. Chantal Berthelot, bonjour. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes député d'un parti qui s'appelle À gauche en Guyane. Alors, ça signifie quoi? La gauche Guyane. Oui. À gauche en Guyane. À gauche en Guyane, c'est tout simplement dire que la Guyane est un territoire qui a besoin de se développer sur des valeurs de gauche. Donc nous avons souhaité, avec plusieurs camarades, créer un mouvement qui s'appelle À gauche en Guyane. Juste en face, Christophe Dequitte qui va prendre le micro et qui va vous expliquer que lui, il a fait le tour du monde. À un moment donné, il a dit stop. On arrête le boulot, on prend l'avion, on part avec son épouse et on va aller faire les moissons aux quatre coins de la planète. Oui, avec une petite chose, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc 18 pays en 13 mois. Pour bien comprendre l'agriculture, puisque pour bien parler des choses, il faut l'avoir. Avec une petite chose, Jean-Paul, on a tout fait sauf arrêter de travailler, puisqu'on n'a fait que travailler, et l'entreprise a continué en France. Johan Favre, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes MOF. Ça signifie quoi? Alors, meilleur ouvrier de France. Et dans quel domaine? Primeur. Bon, ben, on va en parler justement. Et juste face à vous, là, il y a un des jurés du jury, enfin, je ne sais pas de quoi, oui, qui en 2015 vous a noté. J'ai noté les candidats MOF 2015, 2011 aussi. Voilà. Mais après, les notes sont confidentielles, il n'y a que le résultat qui compte. Bon, voilà, on verra le résultat. Mais bon, ça nourrit pas son homme, donc il est journaliste le reste de l'année. Alors, madame, j'ai tout d'abord envie de vous dire, vous venez de Guyane, est-ce que l'agriculture est en crise là-bas aussi? Oui, l'agriculture, comme beaucoup de pays, pas uniquement, je dirais, en France d'ailleurs, a besoin de s'adapter. S'adapter à, des territoires. Et en Guyane, comme dans les autres outre-mer, l'agriculture n'est pas la même. Elle est basée aux Antilles, par exemple, sur la banne, qu'on connaît beaucoup ici lors du salon, et la canne pour le sucre. Et en Guyane, par contre, elle est beaucoup plus diversifiée, car historiquement et culturellement, elle part sur ce qu'on appelle des abattis, c'est-à-dire d'agriculture vivrière et familiale, qui est énorme. Et la nouvelle loi agricole répond totalement d'ailleurs à ça. C'est comment prendre en compte une histoire d'un pays, une histoire culturelle de l'agriculture et comment faire pour pouvoir produire en fonction des méthodes traditionnelles une population. Donc on est bien dans l'agroécologie en Guyane, je dirais entre les populations amérindiennes, Bushinengue de Guyane, nous avons effectivement une tradition d'agriculture traditionnelle vivrière. Et ce qui est important à bien relever. Et je crois que de plus en plus, on rentre justement dans ces termes de modification technique, culturelle de l'agriculture pour répondre au mieux aux attentes des citoyens. Et le meilleur ouvrier de France en saveur ne peut pas s'y tromper parce qu'on voit bien qu'on a un retour aussi, même des produits qu'on avait perdu avant, parce que la saveur devient maintenant un des critères importants. La PAC en Guyane, vous n'en voyez pas la couleur? On en voit la couleur quand même, mais parfois une couleur un petit peu qui ne répond pas aux attentes. Dans les Outre-mer, on a un programme spécifique qui s'appelle un programme d'options spécifiques pour l'éloignement et l'insularité, dit le POSEI, qui aide nos agricultures à être compétitives sur notre terrain et permettent effectivement de le développer. Malheureusement, le constat que nous avons et sur lequel nous n'aurons pas de discuter avec Bruxelles, c'est de dire
il faut soutenir les productions bananes et cannes pour le sucre, mais il faut surtout accompagner les éleveurs et les agriculteurs pour pouvoir justement diversifier leur production et répondre à l'ensemble des besoins des populations. Donc oui, Bruxelles répond, mais pas suffisamment. On en voit la couleur et on voit de belles couleurs quand même aussi. À la différence des Antilles et de la Réunion, l'agriculture guyanaise, les Antilles et la Réunion ont une agriculture fortement tournée vers l'extérieur et plus ou moins importante sur l'agriculture vivrière. La Guyane, c'est différent. Elle est, vous l'avez dit, essentiellement vivrière. Est-ce qu'à côté de celle-là, il y a un besoin, une envie de développer une agriculture exportatrice ? Oui, bien sûr, parce que je crois que les échanges sont toujours une très bonne chose, hein, de pouvoir exporter. Nous avons, d'ailleurs, sur le salon d'agriculture, il y a un stand de Guyane, et nous avons eu, j'en profite pour le dire, de belles médailles, une sur le miel et une sur la bière, puisque nous faisons de la bière en Guyane. Et effectivement, nous avons des produits bien particuliers, entre autres le ramboutan, hein, qu'on trouve effectivement en Asie, mais que nous produisons en Guyane et que on aimerait bien, je dirais, perfectionner les techniques d'export et pouvoir fournir aux Français de l'Hexagone du ramboutan de Guyane. Merci bien. Merci. Johan Favre, meilleur ouvrier de France, primeur. C'est un métier, primeur? Oui, tout à fait, un métier tout d'abord, une passion aussi. C'est quoi votre boulot? Alors en fait, nous, on est en amont et en aval de la chaîne. En fait, on a un rôle tout d'abord de sélectionneur, donc auprès de nos producteurs, de notre plateforme, différentes plateformes françaises. Et ensuite, notre rôle, c'est de réapprovisionner notre magasin ou notre structure, par exemple pour moi, la restauration. Et ensuite, la mise en valeur de nos produits et la distribution jusqu'au consommateur. En fait, on a vraiment un rôle d'intermédiaire entre la production et les consommateurs via nos magasins, les marchés de proximité sur la France et l'étranger. Alors, vous l'avez rappelé en vous présentant, vous êtes de Genève. Alors, on ne va pas remonter à Calvin, on ne va pas refaire les frontières. Mais à quoi ça sert d'être meilleur ouvrier de France à Genève? Alors, pour moi, J'ai une idée, mais j'ose pas la dire. Alors pour moi, je vois ça plutôt comme un rôle d'ambassadeur des produits français en Suisse. Et je trouve ça passionnant parce que je fais découvrir beaucoup de produits français, mais pas que. Et ça fait pour moi au quotidien un métier qui est super dynamisant et tous les jours ça change et j'adore ça. Mais le Suisse, il est comme tout le monde un peu chauvin. Quand il vous voit avec votre collerette bleu, blanc, rouge, comment il réagit? Moi, je suis fier. Voilà. Mais votre client, parce que vous en êtes fait, fier, on travaille bien, avec. Alors, la situation genevoise et suisse romande, en tout cas, est un peu aussi particulière parce qu'il y a aussi beaucoup de chefs de cuisine français, dont des gens très connus comme Michel Roth, Benoît Violet qui nous a quittés dernièrement, Claude Legras, meilleur ouvrier de France aussi, tous ces gens-là. Et puis, on est entouré énormément de chefs français, donc qui sont super contents de me trouver pour leur procurer leurs produits de leur terroir d'origine. Alors, est-ce que ça paye bien le métier de primeur? Quand je regarde, vous étiez deux là en face, il y en a un qui a fait Subdeco et qui est primeur aujourd'hui, il faut avoir des diplômes. Oui, parce qu'en fait, on devient primeur par passion, on devient primeur des fois dans la douleur, parce que c'est pas un métier facile. On se lève de bonne heure tous les matins. On a un métier qui est contraignant parce qu'on doit avoir un acte de présence pour suivre les produits. Et en fait, souvent, on peut venir d'une famille de primeurs. Certains arrivent, j'en connais, dans la profession après. Mais souvent, on oublie que on n'a pas eu de formation. On a appris sur le terrain. Et aujourd'hui, si je suis là, si on est très bien entouré avec l'UNFD, Interfel. L'UNFD, c'est le syndicat des détaillants en fruits et légumes. Et en fruits et légumes. Et justement, aujourd'hui, on s'est battu pour avoir ce col bleu blanc rouge. Et on se bat à côté de l'UNFD pour mettre en valeur la formation. Et moi, en tant que MOF, la transmission. On a un rôle de transmission qui est très important. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec un objectif en 2017, de la création d'un CAP dans les fruits et légumes primeurs. Olivier Masbou, puisque vous avez observé pour l'élection des meilleurs ouvriers de France, c'est quoi les qualités qu'on recherche? C'est l'esthétique, c'est quoi?
Il y a plusieurs épreuves. D'abord, ça se passe en 2 temps. Il y a des éliminatoires qui étaient en 2014. Je ne sais plus combien vous étiez, une grosse vingtaine, 25, voilà. 25, 30. Ils avaient à répondre à des questionnaires et à faire une corbeille. Voilà, on avait 3 corbeilles à faire dans un temps donné, un parti et une partie... il y avait une partie d'expression orale, une partie de connaissance... je révise là parce que de connaissance de la législation et du métier, produit, et la création de cette corbeille. Et puis pour hygiène la finale, hygiène. Ouais. Et pour la finale, il y avait un oral aussi. Et puis il faut faire dans le concours des meilleurs ouvriers de France, il faut faire ce qui s'appelle une œuvre. Et donc là, c'était dans l'entrée du hall 1, c'était magnifique. Vous étiez une douzaine, une quinzaine à construire vos œuvres. Dans le ring Porcin, une œuvre, d'ailleurs dans un espace très réduit, mais fantastique. Ouais. D'ailleurs, on fête nos 1 an cette année. Voilà, pour moi, je boucle la boucle. Bon, pour finir, Olivier de Cuit. Donc, quand tu veux, c'est Christophe. Christophe, pardon. Olivier, ce tour du monde, qu'est-ce que ça vous a enseigné ? La première chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la variabilité. C'est-à-dire la variabilité des productions, la variabilité des politiques des pays, la variabilité des types de production, des types de sols. Et tout ça, ça bouge très très vite. C'est-à-dire qu'on a une multiplication des événements qui peuvent faire bouger les choses très vite. J'entendais un débat tout à l'heure où effectivement on nous parlait des sols, de la qualité des sols. Effectivement, il faut la préserver. Mais il y a aussi toute une zone politique autour sur laquelle il faut faire très attention. Lorsque la Russie décrète un embargo, ça a des répercussions considérables. Lorsque le prix du pétrole est à $30, ça a des répercussions considérables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bateau qui part de Buenos Aires et qui va au Caire, ça coûte moins cher en termes de transport qu'un camion qui part, on va dire, de Provins jusqu'à Rouen. Vous imaginez à quel point l'enjeu est différent et régulier. Donc on est dans un monde qui bouge, on est dans un monde qui va très vite, et donc il faut être très rapide pour réagir. Et on peut penser que parfois, face à des situations de crise telles qu'on puisse la vivre aujourd'hui, les réactions devraient être plus rapides. Qu'est-ce qui nous manque à nous en France ? On a des très bonnes terres, on a des agriculteurs qui savent cultiver, et pourtant, ça descend. Alors, il ne faut pas dire que ça descend. Il ne faut pas dire que ça descend parce qu'on a plein d'a priori. Il n'y a pas de baisse des rendements. On parle de baisse des rendements, on parle de baisse de productivité. Moi, je parlais des revenus, là. Alors, les revenus baissent, effectivement. Les revenus baissent parce qu'on est dans un marché mondial. Les revenus baissent parce qu'on est dans un libéralisme sauvage. Mais on doit faire face à ça. Donc, il faut donner aux agriculteurs le moyen de réagir à ça. Quelle profession peut assumer ce qu'assument les agriculteurs aujourd'hui ? Aucune. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de visiteurs qui ne sont pas agriculteurs. Il faut leur expliquer, il faut leur faire comprendre à quel point la variabilité et le revenu est aléatoire par rapport à des agriculteurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas que la filière bovine ou la filière élevage qui est touchée, mais les céréaliers aussi. Ça fait 2 ans que les céréaliers vont commencer à perdre de l'argent. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Alors, il y a des choses extrêmement simples à faire et il y a des choses beaucoup plus compliquées. Alors, je pense dans les choses extrêmement simples à faire, ça pourrait être l'écrêtement des revenus. Ça existe dans un certain nombre de pays, notamment l'Australie, par exemple, où la variabilité est très très forte en fonction des productivités qui peuvent passer de 1 à 3. Pourquoi pas faire ça en France ? On le réclame depuis des années et des années. Alors, je vais démystifier. Ça signifie que l'agriculture, les revenus ne sont pas les mêmes toutes les années. Et ce qu'il faudrait, c'est de ne pas taxer à fond l'année où il y a des revenus et après se trouver dans une situation difficile. Et les agriculteurs, ils font quoi ? Ils achètent du matériel ou effectivement, ils trouvent des façons d'écrêter. Le Bercy pourrait très facilement trouver des solutions pour faire de payer moins d'impôts les bonnes années. C'est Bercy qui ne veut pas. Oui, mais alors pourquoi le gouvernement australien veut bien le faire ? Pourquoi les Argentins veulent bien le faire ? Donc il faut aller faire ce qu'on appelle du benchmark, alors excusez-moi du terme, mais il faut aller voir ailleurs ce qui se passe et ce qui se passe bien. Je crois qu'en France, on n'a pas cette habitude-là. Il faut savoir que, par exemple, le gouvernement brésilien envoie tous les ans 5 experts sur les 5 continents. Et il y a une rotation de ces experts qui viennent faire rapporter au gouvernement ce qui se passe le mieux dans le monde. On n'arrive pas à le faire, nous. Pourquoi Stéphane Le Foll n'a pas 5 experts qui font le tour du monde pour rapporter les bonnes idées ?
Je sais pas, il faut lui demander. Il n'a pas voulu venir sur ce plateau, alors on ne pourra pas. Donc on peut imaginer des choses. Alors il y a des choses de beaucoup à plus long terme, notamment quand on parle du foncier agricole. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui c'est un énorme frein par rapport à l'agriculture, et notamment l'installation des jeunes. Comment un jeune peut s'installer aujourd'hui à des terres à 15 000, 20 000, 30 000 euros l'hectare. J'entendais un jeune hier, lors d'une formation que je donnais, qui me parlait d'une terre de 30 000 euros l'hectare dans l'Oise. Comment voulez-vous y arriver, quoi? Comment l'agriculture peut être en crise et le prix des terres cher? C'est pas possible, économiquement. Oui, il faudrait que vous soyez un petit peu économiste. Simplement, justement. il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. À partir du moment où il y a de l'offre et de la demande et qu'il y a des gens qui sont capables, effectivement, d'acheter ces terres, le prix des terres monte. Donc tout le monde n'est pas en crise. Non, mais il n'y a pas seulement que des agriculteurs qui achètent des terres. Je vous rappelle aussi qu'il y a une grosse partie des terres. Il y a l'équivalent d'un département qui disparaît tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un département qui disparaît. Donc vous avez une extension des villes, vous avez des gens qui vont effectivement faire de la spéculation sur les terres, mais ce ne sont certainement pas les agriculteurs qui souhaitent avoir de la spéculation sur les terres. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Chinois qui achètent dans l'Indre là, plus d'1 millier d'hectares. Et si on regarde en Inde, il faut savoir que le coût d'un hectare de terrain coûte 100 000 euros. Et pourtant, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a 17% de la population mondiale qui est sur 3% des terres. Donc il y a une pression, tout le monde veut des terres, concrètement. Ouais, enfin, il faut aussi savoir que, quel que soit l'endroit dans le monde, le foncier évolue de façon considérable. Moi, j'ai vu des Australiens, par exemple, qui avaient acheté des terres il y a 30 ans à 250 euros, l'équivalent de 250 euros l'hectare, qui sont à 3500 aujourd'hui. Il y a une ferme, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une ferme de plus de 10 millions d'hectares en Australie aujourd'hui qui est à vendre parce qu'ils sont au bord du dépôt de bilan. Il n'y a personne pour les racheter. Les seuls pour les racheter, c'est des Chinois. Et le gouvernement australien a refusé de le faire pour des raisons pour ne pas être envahi par les Chinois. Donc il y a une multitude de problèmes, il faut prendre ça tranquillement, mais il y a des problèmes à très court terme. Et ce que j'entendais dans le débat précédent m'a rassuré. Il y a quelques personnes en France qui ont quand même des bonnes idées par rapport à ça. Il faut arrêter de nous dire que l'agriculture va mal, il faut simplement lui donner les moyens d'aller bien. Chantal Berthelot, merci beaucoup d'être venu ici. Messieurs, merci beaucoup. Et puis quant à vous, merci de nous suivre ici sur TV Agri. Au revoir.